Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. La première filiale de BMW à travers le monde est française et quinca, mesdames et messieurs. Il y a 50 ans, les excellentes relations entre la France et l'Allemagne ont conduit à ce que BMW vienne s'installer chez nous avant le monde entier. Et pour l'avenir de BMW, lance une nouvelle génération de 6 modèles de voitures 100% électriques à partir de 2025, couvrant toute catégorie, allant de la berline au SUV. Vincent Salimon est avec nous, président du directoire BMW Group. On en parle dans un instant. Le métier Mobiliance de la semaine met à l'honneur les startups des nouvelles mobilités. Denis Saada, co-président de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et président fondateur de la startup Better West, sera en notre compagnie. Et puis un nouveau-né, un média pour l'hydrogène. Ça s'appelle le YTV, je crois, lancé le 28 novembre. C'est un nouveau média dédié à l'hydrogène, des interviews, des tables rondes avec des journalistes, un nouveau média qui couvre toutes les chaînes de valeur de l'hydrogène sur la mobilité et l'industrie, qui s'intéresse aussi aux grands groupes ainsi qu'aux startups, Philippe. Et enfin, la 35e édition du Trophée Andros sera la dernière. 5 courses sont prévues cet hiver. Val Thorens, Andorre, Isola 2000, Lens-en-Vercors et Superbès, qui accueillera le 27 janvier l'ultime finale de la compétition. Thierry Blanco, journaliste speaker du Trophée Andros, et Jean-Luc Moreau, qu'on retrouve tous les samedis de 11h à 13h, dont on parle auto, seront avec nous. Et puis ce soir ce soir, vous pouvez voter sur Twitter pour répondre à la question: périphérique parisien à 50, le gouvernement a-t-il raison de dire non à Anne Hidalgo? Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et Vincent Salimon est avec nous, président du directoire BMW Group. Bonsoir, merci. Bonsoir Cécile, bonsoir avec Philippe. nous. Et nous sommes très contents de fêter avec vous ce 50e anniversaire de cette filiale française. Exactement. C'était en 1973. Exactement. Ouais. Vous n'étiez pas né. Moi, j'étais un petit peu plus jeune. Et il est important justement de pouvoir célébrer l'empreinte de BMW en France, parce que c'est 8000 collaborateurs, 1000 de la filiale et 7000 dans le réseau, qui s'investissent au quotidien pour satisfaire l'ensemble des clients BMW. Mais c'est aussi des centres logistiques qui gèrent la France notamment, mais la Suisse et l'Allemagne, c'est-à-dire que la filiale française s'occupe d'une partie du marché allemand. Et il faut savoir qu'en France, on a également un centre d'essai, le centre de développement, dans lequel toutes les voitures de la gamme BMW, toutes les voitures Mini, Rolls-Royce même, qui fait partie de notre gamme, et Motorrad, sont également développées. Donc la France participe activement au développement de nos véhicules. Alors, en quoi la France finalement se fond dans l'ADN de BMW ? Alors, il faut savoir qu'en France, il y a des passionnés d'automobile. Absolument. Et BMW, c'est le plaisir de conduire, c'est la passion, où il y a Mini avec le go-kart feeling. Donc globalement, nous avons aujourd'hui des véhicules qui correspondent exactement aux besoins du marché français. Pourquoi ? Parce que le marché français est aussi un marché de véhicules compacts. Oui. 90% du marché sont des véhicules compacts. Et avec notre Mini, avec le X1, le X2, la série 1, des véhicules que vous connaissez bien, en fait, on répond exactement à la demande des Français. Et il y a un élément supplémentaire, c'est que la France est en avance de phase aussi sur les nouvelles motorisations, et notamment l'électrique. Et aujourd'hui, on couvre 90% des segments avec des véhicules 100% électriques, donc on répond à la demande des automobilistes. En 50 ans, quel a été le plus gros succès de BMW en France ? Alors, le plus gros succès de BMW, c'est le X1. Si on parle de produits, après on peut parler d'autres choses. Ça a été aussi la victoire aux 24 heures du Mans, si on veut parler de compétition automobile en 99. Mais si on veut parler de produits, le X1 est vraiment un SUV compact, familial, qui répond aux besoins de chacun. On l'a renouvelé récemment et c'est un vrai succès. C'est notre best-seller aujourd'hui. C'est le plus emblématique aujourd'hui ? C'est celui qui correspond exactement à la demande. C'est notre best-seller et il continuera bien évidemment à marcher, en sachant qu'en 2024, on va le compléter avec un nouveau X2, donc qui est sur la même base que le X1, mais avec une forme de coupé, donc un petit peu plus dynamique. Et je suis persuadé que ça fera plaisir à beaucoup de conducteurs et de conductrices. Alors, il y a 3 mois, vous étiez au salon de Munich, vous avez présenté ce qu'on appelle la Neue Klasse. Ouais. Alors je ne sais pas comment on... Neue Klasse. Je parle pas allemand non plus, mais Neue Klasse. Voilà, Neue Klasse, il parle beaucoup mieux que moi, Philippe David. C'est une nouvelle génération de voitures. Alors bien entendu, visuellement, elle est totalement différente. Il y a un espèce de vent de futuriste chez BMW avec ces 6 modèles qui arrivent en 100% électrique. Alors, il est évident que nous devons participer au développement d'une mobilité plus durable et plus responsable. Donc, il est important d'aller sur une nouvelle génération de véhicules. Jusqu'à maintenant, à part quelques véhicules spécifiques comme la BMW i3, 100% électrique qu'on a sorti il y a 10 ans, ou l'iX, on a sorti quelques
quelques véhicules spécifiques pour des plateformes 100% électriques, mais le gros de notre gamme sont des véhicules avec des plateformes plutôt thermiques sur lesquelles on a adapté de l'électrique. Le principe de la Neue Klasse, c'est de partir sur une plateforme 100% électrique et avec une sixième génération de batterie. Et je vais vous donner un exemple, et c'est important, c'est que cette sixième génération de batterie nous permettra, avec des cellules cylindriques, d'avoir 30% d'autonomie en plus, 30% de temps de recharge en moins, et avec une efficience globale de la batterie supérieure de 30%. Donc globalement, c'est tout bénéfice pour les utilisateurs, et c'est la possibilité d'électrifier encore davantage le parc. Est-il exact que la Neue Klasse a été lancée pour rattraper le retard en électrique, notamment sur Tesla et les Chinois? Alors, je ne sais pas si on peut parler de retard en électrique alors que ça fait plus de 10 ans qu'on a... Ça. Alors, vous avez oubliez lu tout ce que vous avez de lu. mauvais écrits. Non, je ne sais pas si on peut parler vraiment de retard alors qu'il y a 10 ans, on lançait la BMW i3 et moi j'étais président du marché norvégien pour lancer avec succès la BMW i3. Donc, on est présent sur le 100% électrique. La seule différence, c'est que BMW a fait le choix d'aller sur l'électrique et sur l'hybride rechargeable en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème d'infrastructure de recharge. On sait qu'on manque de bornes de recharge. Donc pour répondre aux besoins de nos clients, notre principe, c'est de développer des véhicules qui correspondent aux besoins des clients. Et comme les clients n'étaient pas prêts pour le 100% électrique, on a quand même lancé cette stratégie du 100% électrique, mais avec l'hybride rechargeable. Aujourd'hui, chez BMW, l'électrifié, c'est 43% de mes ventes en France, 43%. Ah, c'est énorme. Exactement. L'électrifié, donc électrique et 100% hybride. électrique et hybride rechargeable. Mais en parallèle, nous développions une gamme qui nous permet aujourd'hui chez BMW d'avoir 13% des ventes, donc c'est à peu près le mix marché. Chez Mini, c'est 26% de nos ventes, donc c'est déjà une voiture sur 4. Et nous allons continuer à développer en accompagnant le développement de l'infrastructure de recharge et la capacité des clients à pouvoir utiliser des véhicules 100% électriques. Cette série de voitures là, totalement électriques, avec le nez d'un requin, enfin elle est très atypique. Elle s'adresse à qui? C'est qui finalement qui est le client? Alors le client est tout simplement le client d'un segment premium, en fait, CSP+, qui veut se faire plaisir, qui veut conserver le plaisir de conduire, mais avec un véhicule qui est en zéro émission à l'usage, avec aussi la capacité de rouler dans un véhicule qui limite l'empreinte écologique sur la totalité de sa chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément important et c'est spécifique à BMW. Non seulement on travaille sur la baisse des émissions de CO2 à l'usage, à l'utilisation du véhicule, mais en plus, on travaille sur la réduction totale de l'empreinte écologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de nos usines aujourd'hui sont alimentées avec de l'énergie renouvelable, et ça veut dire que sur l'i5, la nouvelle BMW série 5 qu'on vient de sortir, 22% des matières sont déjà des matières circulaires. Donc on travaille sur le circulaire. Pourquoi? Pour limiter simplement l'utilisation de ressources. Vous avez passé un accord avec One, Our Next Energy, qui fabrique les batteries Gemini. Quel accent de ouf. On est passé de l'allemand à l'anglais. Et vous êtes arrivé à faire parcourir 978 km à une iX. Qu'est-ce que cette technologie? Alors, cette technologie, c'est simplement de nouvelles batteries qui permettent justement, et des batteries solides notamment, qui permettent, et on développe, on investit 6% de notre chiffre d'affaires chaque année pour trouver des technologies nous permettant d'avoir du 100% électrique, mais avec des autonomies plus larges. Et même, on va plus loin puisqu'on travaille sur l'hydrogène aussi. Vous allez parler d'hydrogène tout à l'heure. Absolument. On a des X5 aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché à l'essai. Ce sont encore des petites séries, donc c'est pas commercialisé, mais on prévoit une commercialisation de véhicules à hydrogène pour la fin de la décennie. Et pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est du zéro émission, pile à combustible, et on fait le plein, donc 600 km à peu près d'autonomie en 3 minutes. Donc en fait, on a l'avantage du thermique avec l'avantage de rouler en zéro émission. Donc on travaille sur l'ensemble de ces nouvelles technologies, on travaille sur la totalité de la chaîne de valeur du véhicule. Pourquoi? Pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins de l'environnement, tout simplement. Alors j'imagine qu'il faut trouver des palliatifs. BM, c'est aussi un bruit, c'est un moteur et c'est une sonorisation. En passant au 100% électrique, c'est-à-dire qu'il faut
trouver des palliatifs pour encore gagner du plaisir, en tout cas pour les conducteurs. Alors Cécile, il faut pas les trouver, on les a trouvés en fait. Et en fait, le palliatif, c'est Hans Zimmer, le fameux producteur, compositeur que vous connaissez. Et c'est Hans Zimmer qui produit, qui définit, qui développe les sons dans nos véhicules. Nos véhicules 100% électriques ont un son BMW, parce que ça fait partie du plaisir de conduire. Et je vous inviterai à en essayer. Vous verrez, c'est vraiment fantastique. Et en plus, vous pouvez choisir le son que vous souhaitez, qui correspond à votre méthode de conduite. Et ça, c'est génial. Et sinon, en matière de technologie, dans ces voitures, Philippe, en matière de technologie, on apprend quoi de plus? Jusqu'où on va dans cette voiture? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? Vous me parliez de la Neue Klasse. Alors aujourd'hui, on a un nouvel OS, en fait, un nouveau système d'exploitation dans la voiture qui a vraiment une interaction avec l'automobiliste, avec 2 écrans, en fait. Vous parliez de l'X ou les derniers modèles, le X1 par exemple, il y a 2 écrans, un 12 pouces, un de 15 pouces, qui permettent d'avoir toute l'information nécessaire pour l'automobiliste, avec l'affichage TTO en parallèle. Mais on parlait de la Neue Klasse, et donc dans la Neue Klasse, vous aurez justement un écran sur la totalité de la largeur du pare-brise. C'est-à-dire que toute l'information sera... tête haute donc. Pardon ? Un affichage tête haute. Un affichage tête haute, mais y compris pour le passager, sur la totalité de la largeur du passager. Et vous pourrez mettre les informations nécessaires que vous voulez, la radio, pour écouter Sud Radio par exemple, et ça vous permettra d'avoir un maximum d'informations tout en gardant le focus sur la route, donc un niveau de sécurité optimal. Le plus important étant d'écouter Sud Radio, bien évidemment. Oui, bien sûr. La nouvelle série 2 Grande Coupé a été lancée en 2020. La remplaçante est prévue pour 2025. Elle commence déjà à circuler. Il y a eu des indiscrétions avec des photos. Qu'est-ce qu'elle va avoir de plus ? Alors, elle aura toutes les dernières technologies, et ça c'est important chez BMW, c'est que nous développons, parce que c'est important pour le marché français aussi, vous savez que c'est un marché compact, et il est important de proposer la technologie sur tous les véhicules. Et donc chez BMW, la technologie qu'on propose sur les véhicules haut de gamme, sur la série 7, sur le X, donc vous la retrouvez sur le X1, sur la future série 2 Grand Coupé. Donc vous avez la possibilité de retrouver tous les éléments d'interaction avec l'automobiliste et avec les grands écrans vous permettant d'avoir toute cette information. Alors les passionnés de BMW sont aussi passionnés de sport automobile, forcément. BMW, vous allez lancer une version sportive qui est pour l'instant un prototype, le M240i. Oui. Alors c'est pas un prototype parce qu'on l'a déjà, la M240i, mais elle sortira avec les nouveaux modèles. Et en fait, il est important, alors ça reste des volumes relativement marginaux parce que ce sont des véhicules sportifs, mais il est malgré tout très important de pouvoir répondre à la demande de chacun. Et je fais 60% de mes ventes en France à des chefs d'entreprise, et ces chefs d'entreprise ont en général besoin d'une voiture relativement grande pour pouvoir rouler tous les jours parce qu'ils font énormément de kilomètres et ils sont beaucoup dans les territoires, mais en parallèle ils peuvent se faire plaisir, ils veulent se faire plaisir, et la 240i est un véhicule parfait, notamment pour rouler sur circuit. Avant de parler de 2 petites questions d'actu, pour conclure sur le rêve, il y a une appli qui s'appelle le BMW Art Cars, j'essaye de prendre l'accent, qui concerne les modèles historiques de la marque. C'est génial, parlez-nous-en quelques instants. Alors, et ça tombe bien puisqu'on fête les 50 ans de BMW France. C'est pour ça qu'on en parle. Et nous sommes très investis dans l'art, dans la culture, dans l'art visuel. Nous sommes partenaires de Paris Photo depuis déjà plus d'une décennie. Nous sommes partenaires des rencontres d'Arles. Et en fait, c'est une belle histoire parce que les Art Cars, en plus, sont nés en France. Donc BMW France a été la première filiale mondiale, mais BMW France est aussi un moteur dans le développement de la culture chez BMW. Et en fait, les Art Cars, c'est tout simple, c'est qu'Hervé Poulain, qui est ambassadeur de la marque, ami de la marque BMW, donc le fameux Hervé Poulain qu'on connaît tous, est un passionné automobile et passionné d'art, et il a voulu lier l'art et la culture. Donc il souhaitait rouler aux 24 heures du Mans, mais dans un véhicule personnalisé par un artiste. Donc en 1975, il a passé un accord avec BMW, il a cherché un constructeur innovant qui était prêt à prendre des risques, c'est BMW, qui lui a fourni une 3 litres CSL de compétition pour pouvoir faire les 24 heures du Mans. Et Hervé a proposé à Alexander Calder de personnaliser cette voiture. Et du coup, nous avons eu l'occasion, ça a été la première voiture à mettre l'art sur le circuit aux 24 heures du Mans, puisque la voiture d'Hervé
travées étaient personnalisées par Calder, et on en est maintenant à la 19e voiture. Mais non, donc vous voyez que c'est une belle histoire. C'est une belle aventure. Et Andy Warhol a personnalisé une voiture, Jeff Koons aussi, donc et des voitures qui ont couru au Mans. Oui. Donc c'est vraiment le lien entre l'art et l'automobile. Et pour rester sur l'actu, le malus au poids a été retenu dans la nouvelle loi de finances. Compliqué pour BMW? Alors, pas compliqué pour BMW parce qu'on a l'habitude de relever les challenges, donc on va continuer à relever les challenges. D'abord, il faut savoir que le malus au poids concerne un volume marginal de voitures. Simplement, notre position est plutôt de dire attention, parce que le malus au poids a un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui il a tendance à repousser les décisions d'achat de certains clients, parce que finalement les véhicules les plus lourds sont les véhicules les plus récents, parce qu'il y a de l'électrique, parce qu'il y a de la sécurité. Donc les clients ont tendance à repousser leur décision d'achat, et qui dit le fait de repousser la décision d'achat dit vieillissement du parc. Donc le parc aujourd'hui vieillit de 6 mois tous les ans, il est 12 ans en moyenne en Europe et en France aujourd'hui. Donc ça veut dire que en voulant faire en sorte de verdir le parc, on est en train de le vieillir. Et il y a un deuxième élément, et de le rendre peut-être un peu plus insécure. Et alors aussi insécure. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'il faut tenir compte dans le poids du circulaire, parce que à partir du moment où on produit des voitures avec des matières circulaires, on protège la planète. Merci beaucoup Vincent Salibon d'avoir été avec nous, président du directoire de BMW Group. Vous restez avec nous dans un instant, le métier mobiliance de la semaine. On va mettre à l'honneur les startups des nouvelles mobilités. À tout de suite, c'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Et avec nous, le métier mobiliance de la semaine, mais à l'honneur les startups, les nouvelles mobilités. Denis Saada est avec nous, coprésident de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et président fondateur de la startup Betterway. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors tout d'abord, Denis Saada, l'Alliance des mobilités, ça représente les nouvelles mobilités. Quelles sont les nouvelles mobilités que vous présidez, on va dire, chez Mobiliance, que vous co-présidez, pardon? Alors tout à fait, je suis coprésident depuis quelques mois de l'Alliance des mobilités. L'Alliance des mobilités, c'est un métier de Mobiliance, c'est une branche de Mobiliance qui représente finalement toutes les nouvelles mobilités. On va parler de covoiturage, d'autopartage, de micro-mobilité partagée, vous savez, les vélos, les trottinettes en partage, ainsi que toutes les mobilités qui vont donner accès, toutes les startups, toutes les entreprises qui vont donner accès à ces mobilités-là. Par exemple, tous les services, toutes les apps qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours. L'objectif de ces startups, c'est de proposer de nouvelles mobilités, en particulier pour s'adapter aux fameux serpents de mer des ZFE, les zones faibles émissions. Ouais. Alors, pas que les ZFE, nous on constate, et c'est ce qui se passe depuis maintenant des années, que il y a un développement de beaucoup de nouvelles mobilités. On parlait de covoiturage, tout le monde connaît Blablacar, par exemple, qui est un des membres de l'Alliance des mobilités. On parle des vélos en partage, tout le monde connaît le Vélib voilà, qui sont opérés aussi par des membres de l'Alliance des mobilités. Voilà, donc c'est déjà des mobilités qui sont rentrées dans l'usage au quotidien. Et en effet, aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir diversifier la mobilité, de proposer des alternatives, notamment dans le cadre de développement des zones à faible émission. Et il y a un système de pass que vous proposez? Alors, le système de pass, c'est une innovation qu'on travaille avec Betterway. Moi, ce que je voulais pointer aujourd'hui auprès des auditeurs, c'est justement cette capacité de financer et de proposer finalement ces nouvelles mobilités. Aujourd'hui, on voit que il y a de la place pour la voiture, il y a de la place pour les transports en commun, mais il y a aussi de la place pour toutes ces nouvelles mobilités qui ont besoin d'être financées, que ce soit par les entreprises, celles qui nous écoutent, ou les collectivités territoriales. Alors en effet, dans le cadre de la mise en place de zones à faible émission, certaines collectivités, certaines métropoles mettent en place des subventions pour pouvoir utiliser ces nouvelles mobilités. Et vous appelez les pouvoirs publics à faciliter ces nouvelles mobilités. Qu'est-ce qu'elles vous répondent? On sait que vous avez fait par exemple une belle chose avec Grenoble. Alors tout à fait. Nous, ce qu'on appelle à l'Alliance des mobilités, c'est un financement plus large des nouvelles mobilités. Pourquoi? Parce que on pense qu'elles contribuent au service public du transport en France et qu'elles sont vertueuses, qu'elles sont nécessaires à désengorger les villes, à contribuer à la stratégie carbone. Donc on a besoin
finalement que ces mobilités soient rémunérées. On va parler de Grenoble puisque vous me tendez la perche. Grenoble Métropole a mis en place une ZFE comme beaucoup de métropoles, mais elle s'est dit il faut pouvoir aider les citoyens de Grenoble à pouvoir aller vers ces nouvelles mobilités. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'une subvention qui est disponible sur un pass mobilité directement pour pouvoir aller faire du covoiturage, par exemple, ou de l'autopartage. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Laurent beaucoup. Millot. Pas du tout, je vous dis une bêtise. Denis Saada, coprésident de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et président fondateur de la start-up Betterway. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur une nouvelle chaîne, Philippe. Hein. Oui, une nouvelle chaîne, G-High, mais G-HY. Comme hydrogène. TV, comme hydrogène, oui, une chaîne intégralement consacrée à l'hydrogène et il y a beaucoup à dire. On en parle dans un instant, à tout de suite. Effectivement, les vraies voix qui font rouler la France. Alors, on parle bien sûr d'automobile, oui, mais on parle aussi carburant et on parle de ces nouveaux médias qui arrivent à l'antenne. Et Laurent Meillot est avec nous, rédacteur en chef de cette chaîne qui s'appelle GITV. Merci d'être avec nous. Bonsoir. 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 Comment est née cette web télé finalement consacrée à l'hydrogène? J'imagine que c'est un sujet qui revient et qui nécessite pas mal d'explications parce que l'hydrogène c'est encore flou dans l'esprit des gens. Il était important, j'imagine, d'expliquer d'où ça vient et pourquoi c'est fait. Oui, alors en fait, cette chaîne GITV pour Green Hydrogen, donc hydrogène vert, oui. C'est en fait la petite sœur de Mobility TV, qui est un concept également d'émission enregistrée sur plateau TV. Et comme l'hydrogène était régulièrement évoqué dans l'actualité, il est apparu très clair à son fondateur Pierre Mercier qu'il fallait faire une chaîne dédiée. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est de la pédagogie. C'est faire des interviews, des tables rondes, expliquer de façon très simple l'hydrogène, comment on s'est produit, à quoi ça sert et en quoi ça peut effectivement nous aider à garder la souveraineté énergétique en Europe et en France. Quel est le cœur de cible en termes de téléspectateurs ? Clairement, ce sont des professionnels qui s'intéressent, des entreprises par exemple, qui se demandent s'il faut passer à l'hydrogène, des futurs clients. Oui. Il faut bien voir que c'est un modèle de chaîne sur abonnement, un peu comme Canal+, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des contenus qui sont accessibles pour tout le monde, à la fois sur le site internet mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais il faut s'abonner pour bénéficier de tous les contenus premium. Il faut dire qu'on offre vraiment une très grande richesse éditoriale et des interviews avec les plus grands personnages. On a fait par exemple cette semaine une interview exclusive de Carlos Tavares, le CEO de Stellantis. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un tel personnage. Alors il y a vraiment, je le disais, il y a vraiment un flou sur l'hydrogène. C'est aussi cette pédagogie qui est importante parce que aujourd'hui, on parle d'électrique et déjà c'est compliqué pour les gens. Là déjà arrive l'hydrogène. Quels seront les sujets en fait? Vous allez vous adresser effectivement aux consommateurs, mais c'est l'hydrogène que pour la voiture ou finalement pour tout ce qui roule? Non, alors c'est tout ce qui roule, c'est même pratiquement tout ce qui peut se déplacer, parce qu'en fait, pour ceux qui roulent, il y a l'automobile, on voit qu'il y a des taxis, il y en a plus de 500 aujourd'hui à Paris, par exemple. Oui. Il y en aura 2 fois plus d'ici l'été prochain pour les Jeux Olympiques. Il y a des bus à hydrogène qui circulent dans plusieurs villes de France. Ça sera les camions demain, les bennes à ordures. Et puis, on peut imaginer que sur la grosse mobilité, les camions pour la longue distance, par exemple, ça sera bien plus intéressant que des camions à batterie. Et dans le futur, on aura des trains hydrogène, ça existe en Allemagne, oui. C'est prévu en France à partir de 2025. Et puis, on aura également les avions. Alors, d'abord, les petits avions. Les gros avions vont consommer ce qu'on appelle des carburants de synthèse. Et à plus longue échéance, en 2035, Airbus promet en tout cas un premier avion régional certifié qui s'envolerait à l'hydrogène. Une question, on parle beaucoup de l'hydrogène blanc cette semaine, puisque le gouvernement a signé un premier permis d'exploration dans la plus belle chaîne de montagnes de la planète, les Pyrénées. Ah bon? C'est vrai, je suis un peu chauvin. Il y a plusieurs permis qui ont été déposés et le premier donc a effectivement été accordé à une société qui s'appelle TBH2 Aquitaine. Il se trouve que j'étais en conversation avec eux juste avant votre émission, donc on va se voir bientôt. Ils seront les invités d'ailleurs lors de la prochaine journée d'enregistrement de nos émissions sur GITV. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement un vrai potentiel. Alors bien sûr, tout ça reste à vérifier, mais ce que l'on sait, c'est que l'hydrogène, de façon naturelle, se forme sous terre. C'est au contact des roches ferriques et de l'eau. En fait, ça dégage du gaz, de l'hydrogène et de l'hélium.
Et si cette promesse se concrétise, c'est-à-dire que si on arrive à récupérer cet hydrogène, ce sont des montants, des volumes faramineux, et ça permettrait d'avoir un hydrogène beaucoup moins cher, qui permettrait de décarboner l'industrie, la mobilité. Ça veut dire qu'il serait moins nécessaire finalement d'apporter de l'hydrogène qui peut venir d'Afrique du Nord, qui peut venir de pays très lointains. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et si on en trouvait, je sais pas, la France, ça pourrait devenir le Koweït ou l'Arabie Saoudite de l'or hydrogène blanc, comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït, c'est les rois de l'or noir. Ça serait bien. Ce serait bien. Alors en fait, il n'y a pas qu'en France qu'on trouve de l'hydrogène blanc ou naturel. On peut en trouver dans plusieurs pays. Figurez-vous que ça a commencé au Mali. En fait, le premier puits a été foré au Mali. En Afrique, il y en aurait pas mal finalement. On peut en trouver dans l'est de la France, en Lorraine, en Allemagne également. On pensait jusqu'à présent que c'était plutôt dans les fonds marins qu'on allait devoir extraire en fait cet hydrogène. Il se trouve que ça serait assez bien réparti, et notamment aux États-Unis, il y aurait là aussi des gisements potentiels énorme, donc ça risque de redessiner en partie la carte énergétique du monde. On revient à la voiture, en tout cas à ce qui à la mobilité. Il faut des bornes électriques pour l'électricité. C'est quoi finalement le déploiement de l'hydrogène? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, en fait, il y a des stations captives qui sont développées aujourd'hui. Oui. Alors, je faisais référence aux taxis sur Paris, donc en fait, il y a des stations qui vont se développer pour alimenter une flotte qui ne cesse de grossir. Les régions sont très moteurs pour également déployer des stations, faire des expériences pilotes. En Normandie, par exemple, oui, je crois. En Normandie, en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a une directive européenne, en fait, qui fixe à horizon 2030 des stations tous les 200 km sur les grands corridors, donc les autoroutes, plus dans les nœuds urbains. Et pas plus tard que ce matin, l'association France Hydrogène faisait un point justement sur la mobilité et les attentes. Elle table entre 400 et 1000 stations d'ici 2030. Il faut voir qu'avec l'hydrogène, on peut faire des longues distances. Oui. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une borne, enfin une station à chaque coin de rue. Mais voilà, on peut faire sur autoroute facilement 500-600 km. Et l'autonomie longue distance est maintenue, même quand il fait très froid, ce qui n'est pas le cas pour une voiture électrique à batterie, par exemple. Oui, et un temps de recharge qui n'est pas, enfin, un temps qui n'est pas celui de l'électrique en plus. Quelques minutes, c'est en fait comme si on faisait un plein d'essence. J'allais dire plutôt comme si on faisait un plein de GPL. Pour ceux qui ont connu en fait la voiture à gaz, c'est vrai que c'est très pratique et c'est quelque chose qui parle beaucoup, notamment aux transporteurs routiers, parce qu'il faut qu'ils décarbonent leur flotte de camions. Ils peuvent pas attendre pendant 4 heures sur une aire d'autoroute que de refaire le plein avant de repartir. Donc c'est pour cela que l'hydrogène pourrait être une option pour le transport longue distance. Laurent Meillot, vous l'avez dit, vous avez reçu sur GITV le patron de Stellantis, Carlos Tavares. Et a priori, pour lui, la messe n'est pas tout à fait dite pour le 100% électrique à horizon 2035. Dites-nous-en un peu plus de ce qu'il vous a dit sur GITV. Vous savez, Carlos Tavares, c'est un esprit libre, donc il s'exécute par rapport à ce que la loi l'oblige de faire. Donc évidemment, par rapport à 2035, il prépare l'électrification de ses gammes. Et donc, par rapport au Gigafactory, la sécurisation des matériaux critiques, tout cela, il le fait très bien. Mais pour autant, il n'hésite pas à attaquer l'Europe dès qu'il le peut. Et il l'a encore fait sur notre antenne, effectivement, en disant que bon, c'est bien l'électrique, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des solutions alternatives, comme les carburants de synthèse, qu'on peut faire d'ailleurs en partie avec l'hydrogène et du CO2. Il y a aussi le moteur à hydrogène, donc c'est le moteur à combustion, où on remplace finalement l'essence par de l'hydrogène gazeux, qu'on peut directement injecter donc dans les chambres de combustion. Et puis bien sûr, la pile à combustible, puisque il faut pas oublier que Stellantis est actionnaire de Symbio, qui est un grand producteur en fait de piles à combustible, et dont la Gigafactory, la plus grande d'Europe, a été inaugurée cette semaine. Donc clairement, Carlos Tavares estime que l'hydrogène fait partie de l'équation, mais qu'en tout cas, il faut faire preuve de pédagogie et ne pas faire croire faussement qu'une seule solution convient pour tout le monde. Ça veut dire qu'on pourrait enjamber finalement l'électrique ? Alors, il faut voir que une voiture à hydrogène reste fondamentalement une voiture électrique quand on a une pile à combustible. C'est une autre façon de générer du courant électrique, puisqu'en fait, au lieu d'avoir une grosse batterie qui stocke des électrons, on fabrique du courant électrique en transformant du carburant gazeux avec une pile à combustible. J'espère que pour vous c'est clair, mais c'est exactement le principe en fait. C'est simplement une autre façon de faire, et c'est surtout en fait une flexibilité et un temps de recharge qui est très correct en fait et qui ne change pas trop nos habitudes par rapport à une voiture à batterie. Dernière question, Laurent Meillot, combien ça coûte pour s'abonner à GITV ? Moins de 500 € par an. Donc, ça fait moins de 50 € par mois quand on y pense. Et c'est vrai qu'on a des contenus qui sont quand même de grande qualité. On fait ça sur un vrai plateau de télévision et surtout, on a quand même les meilleurs acteurs, français et étrangers, puisque la chaîne est en fait en 2 langues, en français et en anglais.
Voilà, c'est un pari, mais en tout cas, c'est très clairement le moyen d'en savoir bien plus sur l'hydrogène et de façon apaisée. Pas de polémique stérile, et en tout cas avec les meilleurs experts du marché. Allez, merci en tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Laurent Meillot, rédacteur en chef de GI TV. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va vous emmener au Trophée Andros. Vous savez que Sud Radio est partenaire de cette course mythique. C'est la 35e édition et peut-être visiblement la dernière. On en parlera avec deux personnes que vous connaissez bien, hein. Thierry Blanco, journaliste et speaker de ce e-Trophy Andros, et Jean-Luc Moreau, animateur de On parle auto tous les samedis de 11h à 13h. C'est dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France avec ce très joli partenariat de Sud Radio et du e-Trophy Andros avec nos invités pour en parler. D'abord Thierry Blanco, qui est quand même le journaliste et speaker de ce trophée, et Jean-Luc Moreau, animateur de On parle auto tous les samedis de 11h à 13h avec Laurence Perrault. Bonsoir les amis. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, j'ai envie de dire, Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, triste nouvelle de cette 35e édition et visiblement la dernière. Oui, alors triste nouvelle parce que ça va pas me rajeunir, mais j'ai été à la toute première édition, figurez-vous. Ouais. Voilà. Donc j'ai suivi le Trophée Andros à l'époque où je travaillais pour M6 pour Turbo. J'ai suivi le Trophée Andros pendant de longues années. Je l'ai même suivi au-delà de l'océan, puisqu'il y a eu une manche du Trophée Andros qui s'était disputée à Sherbrooke, au Canada. Voilà. Et c'est avec beaucoup de tristesse parce qu'il y a eu des années absolument extraordinaires. Tous les grands pilotes sont passés par le Trophée Andros. Je pourrais vous les citer un par un. Tous les grands pilotes de Formule 1 français sont passés par le Trophée Andros. Les grands pilotes de rallye sont passés par le Trophée Andros. Oui, il y a eu du Alain Prost. C'est bien de donner les noms aussi. Alain Prost, Panis, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Alain Prost, évidemment, le plus célèbre, mais vous aviez aussi Jean Alési, vous avez cité Olivier Panis, Romain Grosjean, Franck Lagorce, René Arnoux, Jacques Lafitte, vous voyez. En fait, ils sont tous passés, quoi. Il y a même mythique pilote de rallye comme Sébastien Loeb. Harry Vatanen aussi, oui. Voilà. Ouais. Didier Auriol. Il y a même eu Jean-Pierre Pernaut. Oui. Il y a même eu Jean-Pierre Pernaut, il y a même eu Cécile, des gens que vous devez connaître particulièrement, parce qu'il y a eu des animateurs de télé célèbres qui sont passés aussi sur le Trophée Andros, qui avait un bon coup de volant. Il y a eu des humoristes. Stéphane Plaza aussi. Ouais, il y a eu, on va dire, presque la France entière est passée s'amuser, parce que je pense que Max nous le racontera samedi. Au départ, c'était juste un défi entre potes, quoi. C'est-à-dire, ils avaient envie de s'amuser à rouler sur la glace. Ils faisaient ça un petit peu, on va dire, en cachette. Et un jour, ils ont dit, bon, ok, on va organiser vraiment des compétitions et on se mesurera pour savoir quel est le meilleur glisseur. En gros, c'est comme ça que ça a démarré. Alors Thierry Blanco, Thierry Blanco, parce que vous animez, vous êtes journaliste. Bonsoir. C'est vous qui êtes la voix du Trophée Andros. La voix et la loi, il rappelle le règlement. Exactement. Mais c'est finalement une course mythique. 35 ans, ça paraît court, mais ça paraît long, effectivement. Et aujourd'hui, finalement, cette belle épreuve va disparaître pour des raisons climatiques. Oui, c'est vrai. Et c'est 35 ans d'une belle tranche de vie, parce que comme Jean-Luc, moi j'étais là aussi le 7 janvier 1990 à Serre-Chevalier. J'ai eu la chance de rouler 2 saisons sur ce trophée, donc de pouvoir mieux commenter ces belles images qu'on a eu à retransmettre ensuite, notamment au Stade de France, parce que je rappelle que l'un des points d'orgue de cette épreuve, c'est 400 000 personnes rassemblées au Stade de France sur cette épreuve. Ça a été un truc incroyable, un pari de dingue, avec du transport de glace stocké à côté de Bercy. Enfin, c'était un chantier incroyable pour lequel Max Mamers avait mis toute son énergie. C'était un défi incroyable. De toute façon, ça a toujours été un défi, le trophée. Et puis aujourd'hui, bien, pour répondre à votre question, c'est pas seulement on pourrait passer à autre chose. Pourquoi pas. Mais vous savez, il a fallu 10 ans pour développer une voiture électrique. Je rappelle que c'est aussi un 7, mais le 7 décembre 2019 que la première épreuve entièrement électrique a eu lieu, et c'était évidemment sur le Trophée Andros. Mais aujourd'hui, développer une voiture de course, c'est 10 ans de recherche. Donc, pourquoi pas, moi, vous savez, je suis pas si pessimiste que ça. D'abord, je voudrais dire que faut pas être triste, parce que ça a existé. 2000 pilotes sont passés par là, hommes et femmes, c'est énorme. Et puis derrière, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on est plus sur une petite parenthèse, peut-être, que
sur quelque chose, enfin sous cette forme. On a du mal à croire que... On va revenir sur la glace, à mon avis. On a du mal à croire que Max Mamers va déposer les gants, qui est l'organisateur avec Andros, hein, cette marque forcément mythique et de confiture et de pâtisserie. Tellement associée à ce trophée. Biscuit. Oui. C'est d'abord, comme Jean-Luc l'a très bien dit, c'est d'abord né d'une amitié complètement dingue, celle de deux Corréziens. Et il se trouve que je suis aussi Corrézien. Je sais pas pourquoi ils m'ont choisi d'ailleurs. Ça arrive à des gens très bien. Hein. on parle de Frédéric Gervoson. Ouais, par exemple. Bon, mais après, c'est une histoire. D'abord, comme l'a souligné Jean-Luc, on a transporté, si vous voulez, je crois, ils ont transposé l'esprit du rugby à l'automobile. C'est-à-dire que c'est très convivial. On est solidaire. On a vécu des moments incroyables qui sont irracontables à la radio, notamment avec Jean-Marie Bigard, dont je tairai les répliques tellement elles m'ont fait rire et qu'elles m'ont fait faire un tonneau un jour en Andorre. Mais bon, voilà, ça a été la convivialité, ça a été du sérieux, de la performance, parce que quand même, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on parlait à l'instant des pilotes de rallye, notamment de Sébastien Lebin. Sébastien, il est dans les 10 premiers, mais il a du mal à gagner. Alain Prost, il a mis du temps à gagner 3 titres. En fait, ça rebat les cartes. Ça rebat les cartes des techniques de sport automobile, cette course. Complètement. Oui, puis ça a rebattu les cartes de passer à l'électrique aussi. Oui. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'on pilote pas pareil une voiture thermique sur glace qu'une voiture électrique. Donc, ça a redistribué aussi les cartes. Et puis, il y a des pilotes et des chauffeurs de pneus aussi dans la course. Hein. C'est ça aussi le truc. Le programme, ça commence le week-end prochain à Val Thorens. Ensuite, les 15 et 16 décembre, Andorre-la-Vieille. Les 12 et 13 janvier, Isola 2000. Lens-en-Vercors, le 19 et le 20. Superbès, la finale dans le Massif Central, le 27 janvier. Elles sont très différentes à conduire, à faire ces différentes courses, parce que vous y retournez régulièrement, y compris en faisant des tonneaux d'ailleurs, Andorre-la-Vieille. Oui, alors, oui, c'est très différent. C'est marrant que vous me posiez cette question parce que la première grosse impression quand on est gentleman driver comme moi et celle des pilotes, c'est d'abord Val Thorens. Val Thorens, c'est la grande descente. Il y a une marche au milieu de la descente. On arrive à peu près à 130. Le record, c'est 137 km/h. Il faut mettre la voiture en glisse inversée, en freinage et passer en marche arrière comme le faisait Yvan Muller. C'est très spectaculaire. Ce sont des circuits très différents. On va être sur de la vitesse à Val Thorens, on va être sur un circuit très technique à Isola 2000, on va être sur un sprint à Andorre, et on va être sur quelque chose d'atypique à Superbès parce que la glace n'est jamais la même. Non, c'est vraiment un casse-tête quand on est pilote et surtout c'est encore un casse-tête pour les ingénieurs pour bien régler les châssis et les ouvertures de roues, notamment avec les 4 roues directrices aujourd'hui. Oui, parce que c'est pas toujours de la glace, hein, parce que parfois quand il fait très beau, c'est aussi de la bouillasse. Donc on est en mi-chemin entre finalement la course sur glace et le motocross, en fait, le cross, en fait. Mais Max, on essaie d'éviter ça quand même. Hein. Max a beaucoup de chance parce que souvent, des courses qui menaçaient d'être annulées dans la semaine précédente, il se mettait à neiger. Donc je pense qu'il a ses entrées tout là-haut. C'est ça. Alors j'ai une anecdote, Jean-Luc. Ah bah vas-y. J'ai une anecdote sur le sujet, puisque vous savez que Superbès ne pourrait pas être organisé sans la complicité extraordinaire de Claude Michy, organisateur des 24 heures du Mans Moto également. Ouais. Grande figure. Et Claude Michy, alors écoutez, je peux le révéler, puisqu'il va le rendre public dans un ouvrage. Claude Michy envoie Madame Michy à peu près 8 jours avant la course dans la magnifique église de Besse et Madame Michy fait brûler un cierge et généralement il gèle ou il neige. Il y a donc bien une influence de la météo de l'au-delà. Absolument. Jean-Luc Moreau, vous serez en direct forcément du e-Trophée Andros. Oui. Nous, on sera en direct du circuit donc de Val Thorens de 11h à 13h. On aura évidemment une belle brochette de pilotes. On aura Max Mamers. On vous racontera aussi la saga Andros. On se régalera d'ailleurs parce que ce que j'aime beaucoup sur le trophée Andros aussi, évidemment, c'est que Andros est sponsor, mais ils font pas que venir avec des banderoles. Ils viennent aussi avec tous les produits. Donc on va prendre 2 kilos en 2 jours. C'est ça. Et je regrette tellement de pas être avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
sur Sud Radio de Thierry Blanco. Merci beaucoup, journaliste speaker du e-Trophée Andros. On vous incite à aller regarder, bien entendu, c'est le 9 et le 10 à Val Thorens. Et puis notre Jean-Luc Moreau National, animateur de On Parle Auto tous les samedis, c'est de 11h à 13h avec Laurence Perrault. Merci beaucoup à Jean-Marie Bordry d'avoir préparé cette émission. Merci beaucoup Thibaut, notre réalisateur d'un soir, et à notre équipe aussi. On se retrouve demain à 17h. 17h pour les vraies voix, mais tout de suite Sud Radio à votre service, et ensuite à 20h les essentiels de Sud Radio. Passez une très belle soirée. Salut, et à demain.